vont repasser en F. Et donc sortir de l'interdiction de mise en location qui nous attendait pour le 1er janvier 2025. Donc rétropédalage du gouvernement. Et du coup, ça va repousser pour ces petites surfaces-là l'interdiction à 2028. Et d'ici 2028, ils trouveront forcément une raison de le repousser à nouveau. Mettez des petits likes. Tiens, je ne l'ai pas demandé une seule fois dans le live, du coup, il n'y en a quasiment pas eu. Je sais que ça permet qu'on soit plus nombreux. Donc likez, repartagez le live pour les 10 dernières minutes. Ah, merci, je vois des likes passer, je ne sais pas qui les met, mais merci. Et je republierai quelques extraits de ce live demain sur le live. Keops qui nous dit bonsoir tout le monde, salut Keops. Karim qui dit essaie de me faire monter, alors ça je le fais jamais, je trouve que dans l'immobilier il n'y a pas trop de pertinence. Souvent quand je vois des gens qui sont à deux sur les lives, c'est pour parler maquillage ou autre. Les DPEG, oui c'est ça, réforme à partir de demain pour les petites surfaces, logements de moins de 40 mètres carrés, les DPE classés G, en allant sur le site de l'ADEME, en rentrant le numéro de diagnostic, vont monter d'une classe et devenir F, comme par magie. Pavillon ou appartement, il n'y a pas de notion de copropriété ou non copropriété annoncée dans ce qui a été annoncé ce soir. On nous parle uniquement de superficie. Donc moins de 40 mètres carrés, ça concerne bien évidemment beaucoup plus les appartements que les maisons. Et d'ailleurs, sur les maisons de moins de 40 mètres carrés, en théorie, il n'y a pas de DPE, mes amis. Bien que souvent les gens en font, bien que souvent que les diagnostiqueurs les font, bien que souvent les notaires les demandent, mais sur une maison de 40 mètres carrés, le DPE est non obligatoire, aussi étonnant que ça puisse paraître. Chaos qui dit j'ai appris que mes confrères ont modifié le PDF du DPE pour que ça monte en classe. Alors si c'est eux qui l'ont fait eux-mêmes, purement de façon malhonnête, attention, ils risquent gros. Si c'est le diagnostiqueur qui a changé, qui fait partie de la combine, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est 40 mètres carrés, TikTok du Var, il n'y a pas de notion de carré non plus indiquée, c'est la superficie indiquée dans le DPE. Donc la superficie indiquée dans le DPE, c'est bel et bien une surface habitable, mais pas, c'est ressemblant à la Carrez, mais c'est pas une surface certifiée comme peut l'être la Carrez. Donc j'ai pas de réponse à ta question parce que le texte ne le précise pas. Est-ce qu'un DPE peut être demandé par la CAF? Je l'ignore si là-haut. Je crois que non, mais attention, je suis pas affirmatif. 40 mètres carrés en copro, Keops, il n'y a pas de notion dans ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant, il n'y a pas de distinguo entre copro et non copro, mais je répète qu'un bien qui n'est pas en copropriété, donc une maison de 40 mètres carrés, n'a pas besoin de DPE, même si personne n'est à l'aise avec le sujet. Dans les faits, le notaire ne va pas être à l'aise, l'agent immobilier ne va pas être à l'aise, le locataire va dire c'est pas normal, mais dans les faits, lisez les textes, un bien immobilier de moins de 50 mètres carrés qui n'est pas en copropriété, c'est-à-dire les petites maisons, n'ont pas besoin de DPE. On ne peut pas vous l'imposer, c'est les textes qui le disent. Même si, dans les faits, le notaire spontanément va dire il manque un DPE dans le dossier. Et là, vous lui dites maître, bien, hors copropriété, de moins de 50 mètres carrés, non soumis à DPE. Est-ce que c'est suspect que l'agent immobilier nous conseille un notaire? Alors, moi, je ne le conseille jamais spontanément pour justement que ce ne soit pas suspect. Par contre, si on me demande avez-vous quelqu'un à recommander, je dis oui, j'ai quelqu'un et je donne un nom. J'insiste pas, je dis oui, j'ai quelqu'un et je donne un nom. Par contre, je le fais jamais moi-même spontanément et je forme mes agents à faire la même chose, de ne pas recommander un notaire, mais d'indiquer un nom si on nous pose la question. Est-ce que tous se valent? Non, pas du tout. Alors sur le fondement juridique en soi, en théorie, oui. C'est tous des bons professionnels du droit, et qui ont tous un haut diplôme. Mais il est évident qu'un notaire qui débute n'aura pas la même expérience qu'un notaire qui est là depuis 20 ans. Quand bien même un notaire qui est là depuis 20 ans peut être mauvais. Et puis c'est surtout que humainement parlant, ce n'est pas les mêmes personnes. Et leur morale ne va pas aussi loin les uns et les autres. Donc est-ce que tous les notaires se valent? Absolument pas. Moi, je côtoie dans mon métier d'agent immobilier des notaires où je me dis waouh, ces gens-là, ils m'impressionnent, je les adore. J'adore les voir exercer, aller dans les détails du droit, dans les recoins, lever des particularités, j'adore. Et je vois des notaires, franchement, j'exagérerais presque en disant que je suis juridiquement plus compétent qu'eux. Allez, je passe là-dessus, mais il y a de tout dans cette profession-là, même si à la base, ils ont tous un diplôme important. Pourquoi ce sont que les 40 mètres carrés, Marie? Je l'ignore. C'est au gouvernement qu'il faut demander ça. Ça concernait les petites surfaces et c'est très bien qu'ils aient mis 40 mètres carrés parce que c'est beaucoup pour une petite surface. Et c'est aussi parce que c'est la majorité des passoires thermiques en France, c'est les biens de moins de 30 mètres carrés, 30 et 40 mètres carrés. Donc c'était logique de placer le curseur à peu près là.
Avoir le même notaire que l'acheteur, c'est problématique? Non, Cédric, c'est pas problématique en soi. Ça dépend ça, c'est les chambres départementales des notaires ont des pratiques. Dans ma région, dans le Calvados, c'est le vendeur qui choisit le notaire et le notaire de l'acquéreur n'est qu'un notaire assistant, un notaire conseil, c'est pas lui qui reçoit l'acte. Je sais qu'en région parisienne, c'est l'inverse. C'est l'acquéreur, c'est très bizarre pour moi d'ailleurs, mais bon, c'est l'acquéreur qui choisit le notaire, c'est le notaire de l'acheteur qui reçoit l'acte et le notaire du vendeur n'est là qu'en conseil. Lisa Marie, alors tu as plein de trucs dans chaque communauté de communes, tu as des conseillers MaPrimeRénov, France Rénov qui sont là une fois tous les 15 jours, etc. Donc sur internet, tu peux très facilement trouver de l'info. Je n'ai pas de numéro en tête à te fournir, mais en tout cas, pas de difficulté, tu peux trouver du conseil et de l'info gratuite. Kéops qui nous dit non, c'est pareil en RP. Non, alors attention, région parisienne, je pèse mes mots. Quand je dis région parisienne, je parlais du 75, du département Paris. À Paris, c'est l'acheteur qui choisit le notaire. Alors qu'est-ce que je pense des terrains de loisirs? Pas grand-chose. Pour moi, un terrain de loisirs, c'est un terrain qui est non constructible, parfois au bord d'une rivière ou autre. Donc ça, j'en pense pas grand-chose. Mais toi, tu me parles peut-être des terrains dans des PRL, parcs résidentiels de loisirs. Et là, encore une fois, c'est un peu différent si c'est ça. Ah, Mika qui nous dit que ça bug, j'en suis désolé. Je suis en campagne, j'ai pas la fibre dans la maison où je suis. Bon, je suis de toute façon sur la fin du live, mais vous m'excusez si ça bug. Hop, je remonte. Location Mustang, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. C'est quoi la difficulté de ton taf actuellement? C'était ces derniers mois les taux d'intérêt et le bashing qui était fait autour de ça. Néanmoins, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, une pub du Crédit Agricole qui est là depuis une semaine, qui passe H24 sur Internet, à la télé, qui passe même sur TikTok, je l'ai vu sur TikTok en pub, et qui montre que ça y est, les banques ont envie de prêter. Et les banques, le Crédit Agricole, fait même en ce moment une pub pour encourager les gens à aller demander des prêts au Crédit Agricole. Donc ça montre bien qu'on est en train de changer de truc. Oui, on peut tout à fait avoir le droit à MaPrimeRénov en tant que propriétaire bailleur si et seulement si on est en nom propre. MaPrimeRénov ne concerne aucune SCI, même les SCI simples, transparentes fiscalement, que sont les SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Là, MaPrimeRénov, c'est mort. Par contre, ça concerne, oui, les propriétaires bailleurs. Tu as dispo sur Internet, c'est le guide Les aides financières 2024 qui t'explique tout ça. C'est un guide que moi j'aime bien imprimer parce que je suis un peu à l'ancienne, j'aime bien avoir du papier, j'aime bien surligner. C'est un guide de 59 pages. Tu as vu, moi vu que j'ai ce qu'il faut au boulot, je me suis même relié. Comme ça, j'ai ça tout le temps avec moi pour mes clients, etc. Est-ce qu'il y a une dernière question? Cédric, à quel taux il prête? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la région dans laquelle tu es. Ça dépend de tes revenus. Parce que si tu gagnes 30 000 euros par an, on va te prêter à 4,5, alors que si tu en gagnes 80 000, on va te prêter à 3,9. Donc ça dépend de la durée, ça dépend de plein de choses. Sur des courtes durées, des très bons profils, je pense qu'on va commencer à retrouver du 3,5 et il y a encore plein de dossiers qui dépassent les 4%. Un ami a vendu un terrain en zone non constructible mais en zone agricole sans l'avoir notifié. Alors que c'est pas possible, le notaire annexe forcément un CU, un certificat d'urbanisme lors de la vente. Et sur le CU, la classe dans laquelle, la zone du PLU dans laquelle se trouve le bien immobilier, ou du poste, du plan d'occupation des sols, est forcément notifié. Et même si tu es dans une commune rurale non soumise à PLU, tu es soumis au RNU ou tu as une carte communale, bref, quand tu achètes un bien immobilier, tu dois le savoir. En plus, si tu étais en zone agricole, il y avait un droit de préemption SAFER, donc c'est pareil, l'acheteur a forcément entendu parler du droit de préemption SAFER, du fait qu'il a été purgé, etc. Karim qui nous dit 4. 4 quoi? Ah, 4 peut-être pour les taux d'emprunt. Oui, bien sûr. Même si je répète, il y a des gens qui, parce que c'est des courtes périodes ou parce qu'ils ont des gros revenus, touchent des prêts à moins, et il y a des gens qui touchent au-dessus. Propriétaire bailleur actuellement, je peux vendre et faire de la plus-value, bonne idée. Oui, bien évidemment. N'oublie pas que l'État va prendre jusqu'à 36,2% du gain. C'est-à-dire que si tu as acheté 100 000, que tu revends 150 000 euros, selon l'État, tu gagnes virtuellement ou pas, tu gagnes 50 000 euros. Et ils vont prendre jusqu'à 36,2% de cette taxe. Donc ils vont prendre, dans mon exemple, achat 100 000, vente 150 000 euros, l'État va prendre 17 000 euros pour lui de taxes, prélevées directement sur le prix de vente par le notaire.
Et ça peut être pire en SCI. J'entends souvent des gens conseiller les SCI, notamment les SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Attention, moi j'aime bien le conseil complet, et les SCI à l'IS sont favorables lors de la durée des détention et assez défavorables au moment de la revente du bien immobilier. Moi j'ai souvent tendance à dire, pour imager, l'investissement locatif, si tu le fais en nom propre, c'est accepté de te faire rentrer un doigt petit à petit par l'État sur les impôts. Si tu fais des SCI à l'IS, tu refuses le doigt, mais tu le prends d'un seul coup à la fin et beaucoup plus fort. C'était l'image poétique du soir pour ceux qui n'auraient pas compris ce que ça voulait signifier. Allez, nous deux questions, je vais jusqu'à 22h30. Il est 22h23, 30 quoi qu'il arrive, je raccroche les crampons, comme on dit, pour retrouver ma petite femme. Alexis, c'est un sujet où même habituellement dans mes lives que j'évoque assez peu parce que c'est pas le sujet que je maîtrise le mieux, contrairement à tout un tas de choses, notamment les SCI que je maîtrise par cœur, aussi bien à l'IR qu'à l'IS. Et là, c'est vraiment pas l'objet du live, je voulais le focaliser sur la réforme du DPE annoncée ce soir. C'est quoi le mieux, IR ou IS? Ni l'un ni l'autre, Karim, ça dépend de ta situation, de tes objectifs et du type de bien que tu vas mettre dedans. Si quelqu'un te dit c'est mieux, un comptable par exemple, de faire de l'IR ou c'est mieux de faire de l'IS, c'est que c'est un blaireau. Personne ne peut te dire c'est mieux ou c'est moins bien, c'est différent. En IR par exemple, c'est simple, mais tu ne peux pas faire de location meublée. En IS, génial, tu peux faire de la location meublée. Génial, tu peux amortir le bien immobilier. Ouais, mais le jour où tu revends, tu es soumis à la plus-value des professionnels et non pas celle des particuliers qui est beaucoup plus favorable, surtout si tu gardes le bien immobilier longtemps. Donc c'est jamais mieux ou moins bien, c'est différent. Et c'est pour ça, Karim, que moi, des SCI, j'en ai deux, et les deux ont un statut différent. J'en ai une qui est à l'IR, à l'impôt sur le revenu, et j'en ai une qui est à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Déjà parce que je n'ai pas les mêmes associés dans les deux SCI, et d'autre part parce que je ne mets pas le même type de bien dans les deux SCI. Dans la première, à l'IR, c'est de l'habitation classique. Dans la deuxième, c'est essentiellement des locaux commerciaux. Et des locaux commerciaux, par contre, oui, je vais faire une généralité, c'est mieux de les mettre dans une SCI, Société Civile Immobilière, à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. C'est un des rares cas où il n'y a pas trop de débat, on va dire. Parce que sinon, l'imposition, elle est très élevée sur des locaux commerciaux en nom propre en SCI à l'IR, notamment parce que les travaux sont non déductibles. Quand bien même vous pensez que c'est l'inverse, quand bien même le comptable vous dit que vous pouvez le faire, quand vous faites des travaux dans des locaux commerciaux, c'est non déductible des revenus fonciers. La seule exception à ça, c'est deux types de travaux, les travaux liés au désamiantage et les travaux liés à l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ce sont les deux seuls types de travaux qui sont déductibles des revenus fonciers quand on parle de locaux commerciaux. Allez, 5 petites minutes, est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Je vous ai peut-être fait mal à la tête avec des termes compliqués et plus personne n'en veut. Si c'est le cas, je clôture là. Sinon, une ou deux questions encore, vu qu'il est 22h25 et que j'arrête à 30. Et Karim, d'accord, toi tu as une SCI à l'IR, écoute, c'est très bien. Tu pourrais, si tu le voudrais, SCI constituée, tu peux opter pour l'IS. Alors attention, c'est un choix qui est lourd de conséquences, mais tu peux choisir d'opter pour l'IS. Kéops, je t'en prie, avec grand plaisir. Karim, c'est quoi le gros changement du TPE annoncé? Alors, ça fait 2 jours qu'il y a des infos qui traînent sur Internet, mais annoncé ce soir sur le JT de TF1, donc site d'information de médias fiables, entre guillemets, même s'ils ne rentrent pas dans le détail. C'est à partir de demain, le fait que tu vas pouvoir aller sur le site de l'ADEME, ADEM, pour, comme par magie, aussi étonnant que ça puisse paraître, transformer un DPE G sur un logement de moins de 40 mètres carrés en F. Jade qui demande si on prend des alternants dans nos agences. Oui, tous les ans. J'en prends 3, 4, 5, 6 par an. Là, à l'instant T, j'en ai un à Falaise, un à Courseul, une à Caen, 2 à Caen, une à Bayeux. Je crois que j'en ai 4 en ce moment, des alternants. Kéops qui nous dit mais c'est à partir de juillet. Oui, alors le site de l'ADEME fonctionne à partir de demain. Le changement de la lettre interviendra à partir du 1er juillet. Mais on s'en fout parce qu'en fait l'échéance qui va en face de ça, c'est l'interdiction de location à partir du 1er janvier. Donc ça ne change rien en fait que ce soit donc accessible dès demain le simulateur. Et effectivement, le changement officiel sera au 1er juillet, c'est ce qui a été annoncé. Mais encore une fois, ça concerne l'interdiction du 1er janvier, donc on est large.
Karim qui dit merci pour tes informations. Si tu étais en région parisienne, je t'aurais donné du taf. Je te remercie. Mais encore une fois, je suis pas sur TikTok pour ça. J'ai d'autres réseaux sociaux pour ça. Je suis sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Et là, j'y suis pour faire du business. J'y suis pour essayer de trouver des clients patati patata. Parce que j'essaie de m'adresser à des gens de ma région. TikTok, c'est passion bénévolat. Donc, je suis pas là pour choper du business, pas du tout. Le mieux, c'est quoi pour payer moins d'impôts pour 2 maisons en location? C'est soit de faire de la location meublée, même si moi, j'en suis pas un grand fan, mais ça permet bien plus facilement d'évincer l'impôt, soit de faire des travaux en location nue et notamment de faire suffisamment de travaux pour gommer tous tes loyers, voire même plus, et dans ces cas-là, atteindre ce qui est pour moi le Graal, le déficit foncier. Le Graal parce que c'est simple, le Graal parce que ça ne bouge pas, le Graal parce que c'est jamais remis en question, le Graal parce que c'est validé comme quelque chose de pérenne par le gouvernement. C'est de l'investissement locatif de bon père de famille et le gouvernement n'envoie aucun signal du fait qu'il ait envie de toucher à la location nue et au déficit foncier. Aucun. Alors qu'il envoie des signaux concernant le Airbnb tous les jours et concernant la location meublée tous les 3 mois. Je prends une petite pastille pour la gorge. Comment faire si on veut acheter un appartement déjà loué mais il est en DPEG? Bah écoute Lucas, si le bien en question que tu veux acheter a un DPE nouvelle version, première question, hein, on s'en fout des DPE ancienne version avant le 1er juillet 2021, c'est de la branlette, on peut les déchirer. Si tu es concerné à ça, je te conseillerais d'essayer d'avoir un DPE nouvelle version. Si c'est bien un DPE nouvelle version et que la superficie annoncée dans le DPE est inférieure à 40 m², bah bonne nouvelle, le DPE en fait, bien qu'il soit marqué G, à partir du 1er juillet, sera F. Donc ce sera mieux. Donc il y en a qui ont fait des bonnes affaires dans les 3 derniers mois sans le savoir, qui ont tabassé des prix de vente sur des logements classés en G et qui finalement deviennent classés en F à partir de demain sur le site de l'ADEME. Donc il y en a certains qui ont fait des bonnes affaires. Et tout bon professionnel qu'il est, comme moi, va à partir de demain mettre une petite note à la fin de mes annonces. En dessous DPEG, logement à consommation énergétique excessive, ça c'est une obligation légale, tu es obligé de marquer tout propriétaire de l'immobilier et même tout particulier qui vend ou qui loue son bien. Attention, on est tous soumis aux mêmes obligations d'affichage, même les particuliers sur le bon coin. Attention, il y a des contrôles, pas assez à mon goût d'ailleurs, mais il y en a. Donc tout bon professionnel va en dessous de ces textes publicitaires rajouter bonne nouvelle, tac tac tac. Jade, alors je te donne une précision par contre parce que l'immense majorité des CV que je reçois sont pour des BTS et je ne recrute pas au niveau BTS. Je recrute uniquement au niveau licence, enfin on appelle ça bachelor maintenant, voire master, mais je veux forcément des gens qui ont obtenu un BTS profession immobilière et donc que je vais pouvoir former à ma façon d'effectuer de l'immobilier, mais qui sont censés déjà avoir des bases solides sur la loi Hoguet, sur tout un tas de choses. Même si franchement je trouve que le niveau, je ne veux pas faire mon vieux rabat-joie, mais le niveau d'études dans l'immobilier, mais du coup ça doit se retrouver sur plein d'autres formations, a sacrément baissé. Parce que moi j'ai fait un BTS profession immobilière il y a 15 ans. Quand tu sortais de ce BTS, tu avais de vraies connaissances juridiques, fiscales et techniques. Tes connaissances, par exemple, tu maîtrisais sur le bout des doigts l'imposition des plus-values immobilières. Maintenant, moi j'ai des alternants dans mes agences qui sont en bachelor et qui ne maîtrisent pas ça. Donc je trouve qu'on nivelle un peu vers le bas le niveau d'études. Quand maintenant je vois des gens qui ont facilement des masters, etc., à une époque, le fait d'avoir un bac plus 5, c'était quelqu'un qui était malin, qui était bosseur, qui était des fois un peu plus intelligent que la moyenne. Maintenant, tout le monde peut avoir un master ou un doctorat. Donc, moi, les diplômes, sur un CV, je ne les regarde même pas. Lisa qui me dit pour le changement de classification des PE, il faut le faire à la modification avant l'entrée du locataire. Non, et de toute façon, comme je l'ai dit précédemment, le simulateur de l'ADEME sera en ligne à partir de demain, mais le vrai changement de classe officielle se fera à partir du 1er juillet. Ah Ted, allez, ça sera ma dernière question parce que je la trouve pertinente, je te remercie. Alors il y en a beaucoup d'autres qui ont posé des questions pertinentes et que je remercierai en quittant ce live. Mais les travaux pour améliorer le DPE, c'est tout l'inverse de ce que font l'immense majorité des personnes. Ça fait 16 ans que je fais de l'immobilier. Et depuis 16 ans, j'entends la maison est mal isolée, on va changer les fenêtres. Et ça, c'est ce qu'il faut faire en dernier dans une rénovation. Alors, sauf si on le fait pour d'autres raisons, par exemple des raisons phoniques.
Mais sinon, c'est ce qu'il faut faire en dernier parce que c'est le moins bon rapport investissement-prix, gain réel sur l'isolation et même d'ailleurs sur le DPE. Le changement des fenêtres, c'est ce qu'il faut faire en dernier. Donc les points les plus importants, tout comme améliorer la production de chauffage, normalement on le fait après avoir isolé un bien. La première des choses, c'est l'isolation. Et il faut isoler ceux sur lesquels il y a le plus de déperdition en premier, c'est-à-dire le toit et les planchers en sous-face, donc soit les vides sanitaires quand on en a, soit les sous-sols, soit malheureusement dans des biens anciens où on est en terre-plein, là on est baisé. Après les murs extérieurs, améliorer également la ventilation du logement et en tout dernier lieu, changer les fenêtres. Alors que souvent les gens font l'inverse, je l'entends encore. Alors moi je fais plus de visites dans mon quotidien d'agent immobilier parce que ça y est, au bout de 16 ans, j'ai plus envie de gérer des acheteurs, j'ai des gens qui le font pour moi. Mais les rares fois où j'accompagne à des visites, j'entends encore ça, le DPE est pas bien, on va changer les fenêtres. Ou alors le DPE est pas bien, on va remplacer les grilles-pains par des radiateurs à fluide caloporteur. Ça change strictement rien sur un diagnostic de performance énergétique. Et Keops me rappelle, je te remercie Keops, je voyais pas l'heure. Karim qui me dit salut, et Keops qui me dit va rejoindre madame. Tu as bien raison, 22h33, j'avais promis d'arrêter à 30. Donc c'est la fin du live. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est un live un peu speed, d'habitude ils sont plus longs, là c'était 40 minutes, mais je voulais vraiment réagir à la nouveauté du jour. Enfin, ça fait 2 jours que ça traîne dans les tuyaux, mais confirmé ce soir sur le JT de TF1. Donc pas présenté par Claire Chazal, mais bref, pour ceux qui auraient la ref. C'est la réforme du DPE pour les logements de moins de 40 mètres carrés qui sont ou qui étaient classés en G et qui vont comme par magie avec un coup de baguette. Donc c'est vraiment pour moi un signe que le calendrier du gouvernement n'était pas sérieux. Alors je ne fais pas de politique, rien à voir avec droite, gauche, Macron, pas Macron. Je ne parle pas de politique au sens politique, je parle de décisions politiques, immobilières et gouvernementales écologiques. Le calendrier pondu il y a quelques années était insoutenable, intenable. C'était certain qu'on allait au clash. Et quand j'entendais ce Bruno Le Maire, ce guignol dire si, il y a quelques années, oui, on va le tenir, et ben non, finalement, on ne le tient pas. On ne touchera pas au loyer, à l'IRL, l'indice de révision des loyers pour les petits propriétaires, parce qu'il faut que les gens continuent à investir. Finalement, un an après, on y touche. On y touche, mais je promets que c'est que pour un an. Finalement, l'année d'après, on recommence. Donc, politique, droite, gauche, Macron, pas Macron. Voilà. Et le Divine qui nous dit c'est des clowns. En tout cas, d'un point de vue décision liée à l'immobilier, oui, c'est des clowns et je suis enfin content. Je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, c'est l'avenir qui le dira. En tout cas, il a fait très vite bouger les choses. Je suis enfin content qu'on ait quand même, mine de rien, depuis la semaine dernière, un ministre du logement. Parce qu'avec M. Macron, on n'en avait pas depuis un bon moment. Le logement, c'est la dépense numéro 1 des foyers français. Pour se loger, qu'on soit propriétaire ou locataire, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Et de se dire que on a laissé mourir l'immobilier sur l'année 2023, qu'on a fait des remaniements et qu'on n'a pas mis de gouvernement du logement, de ministre du logement, on s'est dit mais merde, on marchait sur la tête. Donc merci, vaut mieux tard que jamais. Merci président Macron et ministre Attal d'être revenu en arrière et de nous avoir mis un putain de ministre du logement. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, à lui de bosser, mais je le félicite d'avoir fait bouger les choses en une semaine. Il est là depuis une semaine. La réforme du DPE a été annoncée et actée ce soir. Donc ça s'applaudit sans faire de politique. Allez, ciao tout le monde, merci de votre fidélité. Je fais un dernier truc, et c'est tout ce que je dis. Hormis, après j'arrête. Abonnez-vous au compte de ma femme, Gestion locative pour les nuls. Ma femme, c'est ma femme, déjà je l'aime, ça c'est évident. Mais je suis également associé avec elle dans mes affaires professionnelles, dans mes agences et dans mes investissements locatifs. Et ma femme, elle est de super bons conseils. Alors, c'est pas le même contenu que moi. C'est un contenu un peu plus punchy, un peu plus fiscalité, un petit peu plus tac-tac. Mais ma femme est un vrai conseil plus quotidien des bailleurs. Attention à avoir des baux qui tiennent la route. Attention à avoir des états des lieux parfaits. Parce que moi, j'ai plein de bons conseils, mais des fois, je vais aussi un peu vite sur mes affaires personnelles. Et des fois, je me dis, merde, sur l'état des lieux, ça, j'aurais pu le faire mieux. Ou sur un bail, j'aurais pu penser à telle ou telle chose.
Donc abonnez-vous au compte de ma femme, gestion locative pour les nuls. Je le répète une dernière fois, gestion locative pour les nuls. Elle arrive à 1000 abonnés, elle va commencer à vous faire des lives et puis elle sera contente et moi également. Allez, ciao, bonsoir et vive la France.